À l'instar de la France, ancienne puissance coloniale, au lendemain de leur accession à l'indépendance, les pays francophones ont adopté la constitution de la Ve République. 60 ans après les indépendances, le régime présidentialiste n'a garanti ni la démocratie ni le développement dans ces pays. Edmond Okomvele Ngoko, bonjour. Bonjour, Madame Epoto. Le constat que vous faites est sans pitié. 60 ans après les indépendances, les pays francophones s'enfoncent, dites-vous, dans la pauvreté, l'attentisme et la médiocrité. Mais pour quelles raisons les pays d'Afrique de l'Ouest seraient-ils mieux lotis que les pays d'Afrique centrale? Je crois que la raison peut y avoir 2 ou 3 raisons. La première, je dirais que la différence fondamentale entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, je dirais d'abord c'est un problème de culture. Ce qui s'est passé en Afrique centrale, c'est que le christianisme avec les catholiques, je parle du Gabon que je connais le mieux, qui sont arrivés en 1844, les protestants sont arrivés en 1842, ont vraiment détruit la plupart, je dirais, des bases que les populations de l'Afrique centrale avaient, ce qui fait que ces gens-là, ils n'avaient plus pour continuer à vivre que cette colonisation assimilationniste. On leur a dit, vous devez être comme les Français, vous aurez la nationalité française, ainsi de suite. Alors que l'Afrique de l'Ouest, ce sont des religions qui ont résisté à la destruction des mœurs, à la destruction des cultures locales. Malgré tout, il y a des régimes présidentialistes en Afrique de l'Ouest. Quand on prend le cas de la Côte d'Ivoire, il y a non seulement un régime présidentialiste avec un président, un vice-président, un Premier ministre, et récemment le cas du Sénégal où le poste de Premier ministre va être supprimé. D'accord. La deuxième raison, je vais parler de quelques raisons. La deuxième, ça va être la raison des richesses. Disons, l'intérêt que la colonie a pour les pays d'Afrique centrale était complètement différent que l'intérêt qu'elle avait pour l'Afrique de l'Ouest. En Afrique centrale, à l'époque où la France, après 1958, De Gaulle a envie de faire de la France une puissance nucléaire, vous savez bien que les mines d'uranium se trouvaient au Gabon. La deuxième richesse, c'était le pétrole. On sort de la guerre, il faut le pétrole pour reconstruire la France. Donc, on ne peut pas permettre au Gabon à ce que les autochtones fassent un peu comme ils veulent, et plus regardants. Il y a aussi une troisième raison, c'est un peu, vous savez, l'Afrique de l'Ouest est d'abord plus proche de la France, et les élites d'Afrique de l'Ouest, au moment des indépendances, étaient déjà un peu plus dans la culture française. Je cite Senghor, je cite le député, j'oublie son nom, sénégalais, qui porte dans l'aéroport actuel. Blaise Diagne. Blaise Diagne. C'était des gens qui étaient déjà... Alors que nous, au Gabon, nous, en Afrique centrale, on n'avait vraiment pas déjà une élite, je dirais, de culture française, comme voilà aussi une des raisons. Et donc, vous pensez qu'il y a vraiment une différence fondamentale entre la démocratisation en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale et le développement, puisque c'est l'objet de votre livre. C'est le déficit démocratique et le non-développement. Les différences que je viens de faire tout à l'heure sont à la marge. Il y a le même déficit démocratique dans les pays d'Afrique centrale que dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Il n'y a vraiment pas... Les différences que je viens de dire tout à l'heure sont à la marge. Le problème de fond, c'est ce modèle constitutionnel de la Ve République qui est parti de 1958. Parce que les gens... Michel Debré. Voilà, les gens partent toujours de 1960. Non, c'est pas là où ça a commencé. 58. Ça a commencé en 58. Et à ce moment-là, le général de Gaulle a mis en place une communauté franco-africaine. C'est-à-dire que la capitale franco-africaine était Paris. Et tout se passait à partir de Paris. Et le reste des territoires n'étaient que comme des provinces aujourd'hui. Donc tout part de là. Alors, le manque de transparence, de compétitivité, de malgouvernance, dites-vous, oblige à remettre le système à plat. Mais comment faut-il procéder pour remettre à plat ce système? D'abord, il faudrait qu'on en parle. Je n'ai pas la science infuse. J'ai réfléchi pendant 4 ans pour savoir comment en est-on arrivé là. Dans nos pays, vous les connaissez aussi bien que moi, une route qui a été bitumée cette année-ci, dans 30 ans, les trous sont tellement nombreux qu'on vient décaper tout le goudron et on revient. On avance à reculons. Comment y arriver? Il faudrait que les gens réfléchissent pour savoir comment sortir de là. Est-ce qu'on peut continuer à laisser les présidents de la République? Puisque ce modèle-là, la France est la seule grande démocratie qui l'utilise, où l'exécutif est au-dessus du Parlement.
Les autres modèles, vous prenez les États-Unis, vous prenez l'Allemagne, vous prenez la Grande-Bretagne, vous prenez l'Espagne, ainsi de suite. C'est d'abord le Parlement. C'est le Parlement qui désigne le président de la République. C'est le Parlement qui désigne le Premier ministre, et ainsi de suite. Mais quand vous citez dans votre livre, Edmond Combele, vous citez des exemples comme la Chine, la Russie, en disant que ce sont des grandes nations. Certes, ce sont de grandes nations sur le plan économique, mais la démocratie n'est pas réelle dans ces pays-là. Vous ne pouvez pas prendre la Chine et la Russie comme des modèles de démocratie. Non, je ne cite pas la Chine comme un modèle démocratique, ou bien je ne cite pas la Parce que vous dites des grandes nations comme la Chine et la Russie. Vous savez, on nous a donné quelques images de ces pays. Souvent, quand vous y allez, vous voyez que ce n'est pas vraiment ça. Et je vais vous revenir sur quelque chose qui est vraiment, qu'on croit qu'elle est démocratique et qu'elle n'est pas démocratique. C'est le suffrage universel direct. Les gens pensent que dès qu'on dit, d'ailleurs c'est ce que De Gaulle a utilisé quand il est arrivé, vous allez tous voter. Mais les grandes démocraties, les présidents sont élus au suffrage indirect. Et la gerbe, qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un est un président élu au suffrage direct, qu'est-ce qu'il fait? Il se croit au-dessus du Parlement, qui reprend le peuple. Il dit, mais vous les députés, vous êtes élus avec une circonscription électorale. Moi, je suis élu par le peuple, je suis plus fort que vous. Et c'est comme ça que les abus de pouvoir que vous regrettez, ces abus-là commencent. Et ce qu'il faut, c'est qu'il faut changer ce modèle, la Ve République. Mais tous les constitutionnalistes sont aussi d'accord pour reconnaître qu'à la fois le régime présidentiel, le régime présidentialiste et le régime parlementaire ne sont pas parfaits. Ils sont perfectibles, mais ils ne sont pas parfaits. Alors, quand on prend un exemple comme, parce que vous dites le modèle, la quatrième voie, hein, on pourrait l'appeler comme ça, votre choix, ce serait entre le régime parlementaire à mi-chemin avec le fédéralisme. Mais quand on voit un pays comme le Nigeria, qui est à la fois un régime parlementaire, on voit aussi que c'est un État fédéral. Oui. Il y a des disparités entre les États. Oui, mais je vous dis, ce qui cause problème, c'est l'élection du président. Le Nigeria, le président est élu au suffrage universel direct. Et il se met au-dessus, naturellement. Moi, je ne choisis pas un régime ou un autre. Oui. Je veux, la proposition que je fais, c'est un régime parlementaire associé au fédéralisme. Pourquoi? Parce que le régime parlementaire, contre ses concentrations de pouvoir, partage le pouvoir entre les institutions, sépare le pouvoir. Et après, quand vous avez le fédéralisme, c'est encore un partage au niveau territorial. Alors pour l'Afrique, vous préconisez de prendre en compte aussi les traditions culturelles. Mais quand on pense à l'Afrique, justement, les chefs traditionnels sont des hommes tout-puissants, même s'ils ont autour d'eux un conseil de sages. Mais on sait très bien qu'une fois que le chef a parlé, la messe est dite. Non. L'Afrique actuelle, qui veut s'assimiler à l'Europe, à la France, oui. Mais j'ai eu l'occasion d'être reçu par le chef Bafou, qui est venu à mission à Libreville et puis qui m'a reçu. Mais vraiment, le chef est arbitre. Le chef est arbitre. Il n'est pas juge et parti. Alors que dans le régime présidentiel, il est juge et parti. Quand vous remontez dans nos traditions, il y a bien sûr un chef. Il a de l'influence, il est puissant, il arbitre, parce qu'avoir le rôle d'être arbitre, ce n'est pas un petit rôle. Prenons le cas d'un match de football. Mais alors ce sera ça, la quatrième voie que vous préconisez pour l'Afrique? Oui. Cette dose de tradition culturelle? Ce que je propose, c'est qu'on va s'appuyer sur les traditions, prendre les valeurs positives et s'ouvrir vers l'universel, c'est-à-dire ce qui marche le mieux au monde. Ce qui marche le mieux, c'est la démocratie parlementaire. À partir, vous voyez les États-Unis, même s'ils sont présidentiels, comme vous le dites tout à l'heure, mais c'est quand même, vous voyez la puissance Il y a un contre-pouvoir qui est le Congrès. Voilà. Vous prenez en Allemagne, vous voyez la puissance du Bundestag. C'est puissant. C'est eux qui nomment, qui élisent les ministres, qui élisent les présidents de la République. Je l'ai dit tout à l'heure. Mais sur le plan économique, on voit bien aussi qu'il y a des disparités entre les Länder en Allemagne. Donc, mais c'est comme dans... Là aussi, ce n'est pas parfait. C'est comme dans cette salle. Tout le monde n'a pas la même taille. Malheureusement... Donc sur le plan du développement, ce n'est pas le meilleur choix non plus. Mais vous savez, entre deux mots, vous savez le mettre le moins de mal. Il y a un cabinet qui classe les démocraties dans le monde. Beaucoup de gens ne savent pas que la première démocratie dans le monde, c'est la Norvège. Après, on suit l'Islande, des pays qui pourtant sont des démocraties, ont des constitutions monarchiques symboliques. Est-ce que vous voyez? La France, prenons le cas de la France. La France, dans ses classements depuis plusieurs années, est 27e
démocratie du monde. À propos de la France, Edmond Okonvele Ngoko, vous diriez-vous que la crise des Gilets jaunes que connaît la France depuis plusieurs semaines est la traduction de ce déficit démocratique en francophonie? Pour moi, c'est clair. Pour moi, c'est clair. Vous verrez à la page 98 de mon livre, quand le président actuel a été élu, j'étais en France. Et j'avais dit, à la page 98, vous verrez que j'avais dit non, il ne fera pas mieux que les autres. Et beaucoup de gens m'ont dit non, vous exagérez. J'ai dit non, moi ça fait depuis 2 ans que je travaille sur ce plan-là et je me rends compte, le problème n'est pas c'est pas un problème d'hommes. Comment voulez-vous que la France a changé de président pratiquement depuis Chirac après chaque mandat? Tous les 5 ans. Tous les 5 ans. C'est un signe de déficit. Le problème, c'est quoi? C'est le déphasage qu'apporte le système constitutionnel actuel, la Ve République, entre la volonté des populations et les décisions et les actes posés par les dirigeants. La population, aujourd'hui, veut être... Prenons le cas du RIC. Pourquoi les gens veulent le RIC? Tous ces germes sont dans la Constitution française. Les gens veulent le RIC pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que, sur je crois que c'est l'article 13 de la Constitution française, il est dit que le député, quand il est élu, on fait la campagne, il vous promet des monts et merveilles. Dès qu'il est élu, le vote impératif est nul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne répond plus des gens qui l'ont élu. Jusqu'à la fin du mandat, on ne peut rien lui faire, pas de reproche. Il ne vient même pas leur dire voilà ce qui se passe. Donc, cette façon de faire, on le trouve aussi dans les régimes parlementaires, mais ce qui est sûr, c'est ce que les gens veulent, c'est que si on vous donne un mandat, que vous vous rendiez compte pendant le mandat. Donc, il y a des choses comme ça. Dans la Constitution de la Ve République, on dit que le président de la République désigne, disons, nomme à toutes les fonctions publiques et militaires sur tout le territoire. C'est une concentration de pouvoir. Mais je peux vous les citer, parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Le pouvoir politique, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir même, je dirais même médiatique. Chez nous-mêmes, les présidents de la République, ils sont jusqu'à avoir le pouvoir religieux, calife général de ceci. Mais c'est trop, sans contre-pouvoir. Personne ne peut leur dire que non, il ne faut pas faire ça. Alors que dans le régime parlementaire, c'est déjà mieux. Merci. C'est pas l'Amérique, mais c'est mieux. Merci Edmond Okonvele Oko. Merci. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité.